Bonjour Céline Herbin. Bonjour. Alors, nous sommes particulièrement heureux de vous avoir au téléphone dans le cadre de cette interview. Tout d'abord parce que vous avez un planning chargé et que ce n'est pas facile pour vous de répondre à toutes les sollicitations. Ensuite parce que vous venez de vous illustrer en cette fin de saison sur 2 épreuves, l'une sur le LPGA et l'autre sur le Ladies European Tour. Et puis enfin parce que vous êtes une joueuse de golf au parcours atypique et que cela mérite d'en parler. Alors vous êtes née à Avranches dans la Manche un 30 octobre, mais c'est à Flers dans l'Orne en Basse-Normandie que vous allez vivre jusqu'au début de votre adolescence. Vous avez pratiqué le football à l'initiative de votre frère. Vous allez jouer pour une commune qui a un joli nom qui s'appelle Saint-Georges-des-Groseilliers, si j'ai bonne mémoire. Et votre frère vous a demandé d'intégrer son équipe en qualité de gardien de but, c'est bien ça? Oui, c'est bien en tant que gardien de but que j'ai joué pendant 3 ans au club de Saint-Georges-des-Groseilliers. Voilà, et puis ensuite, vous allez vous initier au tennis et vous allez y jouer plusieurs années. En 96, votre famille déménage pour la ville de Poitiers et c'est là que votre papa va avoir une bonne idée qui est de vous inscrire à une initiation de golf. Vous vous souvenez de ces premiers moments lorsque vous avez rencontré cette étrange discipline? Il n'y avait pas de raquette, pas de tamis, il fallait taper la balle avec une Il n'y canne. avait pas de raquette, mais il y avait quand même beaucoup de coordination œil-main. Donc très rapidement, j'ai bien senti que le tennis allait m'aider pour le golf à ce niveau-là. C'est du transfert du poids vers l'avant. Donc oui, très rapidement. Donc j'étais inscrite à l'école de golf du Golf Club de Mignano-Beauvoir, juste à côté à l'extérieur de Poitiers. Et très rapidement, j'ai été accrochée par le virus, on va dire. Et donc du coup, j'ai fait une année commune tennis et golf. Et quand je suis rentrée en seconde, là, je me suis dédiée complètement au golf. Voilà. Alors sur le plan scolaire, on peut dire que vous êtes à la fois studieuse et assidue puisque vous allez vous consacrer à un cycle universitaire d'où vous sortirez diplômé en biochimie et aussi en marketing à HEC à Paris, le golf restant votre principale activité sportive. En quoi était-ce important pour vous de vous consacrer d'abord à vos études au lieu de vous plonger intégralement dans le golf ou dans le sport en général? Il y a beaucoup de raisons. Alors, disons que j'ai commencé le golf, comme on vient de dire, relativement tardivement, comparativement au reste des joueuses qui avaient comme rêve de passer pro. À 18 ans, c'était plus qu'un rêve. C'était un rêve tellement éloigné que c'était pas du tout réaliste. Et donc, je suis sortie avec un bac quasiment mention très bien. J'étais vraiment à l'aise dans les sciences. Donc, c'était naturellement que je voulais continuer dans les sciences et à faire un diplôme d'ingénieur. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ça, mais c'est vrai que j'ai toujours eu en tête d'essayer de maintenir un niveau à peu près correct au niveau du golf. C'est pour ça que je suis allée à l'INSA de Toulouse, c'est une école d'ingénieurs qui propose un cursus privilégié pour des sportifs de haut niveau. Donc j'avais réussi à rentrer dans ce groupe, donc j'ai eu un emploi du temps aménagé pendant 3 ans. Après la 4e année d'école d'ingénieur, j'ai pu la faire aux États-Unis, là encore au sein d'une équipe de golf américaine où là j'ai pu jouer quasiment tous les jours, jouer beaucoup de tournois. Donc j'ai lutté pendant toutes mes études, même pendant le master à HEC en marketing, d'essayer de maintenir, de pouvoir faire quelques compétitions, de maintenir un niveau de golf à peu près correct. J'ai terminé ma dernière année amateur, j'étais 9e joueuse française amateur, c'est mon meilleur classement. Donc c'était pas le top, hein, j'ai jamais joué pour l'équipe de France, mais bon, voilà, j'étais fière d'avoir lutté, d'avoir fait des hautes études et à la fois d'essayer de maintenir un niveau de golf qui peut-être me permettrait de pouvoir lutter pour faire achever un rêve. Oui, d'accord, je comprends bien. Alors, votre carrière professionnelle va débuter sérieusement en 2009 lorsque vous décidez de passer professionnel. Est-ce que vous vous dites à un moment donné qu'à 27 ans, c'est déjà un peu risqué comme pari? Non, parce que je considère que j'ai mis beaucoup d'années déjà d'investissement au niveau du golf, au niveau des études. Donc, en fait, en 2009, j'ai une entreprise en Espagne qui me propose un contrat vraiment indéterminé, hein, donc faut vraiment avoir un job réel. Mais je décide de ne pas l'accepter et de travailler beaucoup sur mon jeu. Mais bon, voilà, c'était quand même un peu perdu en Espagne sans vraiment trouver un coach. Bon, j'avais trouvé quelqu'un à Barcelone finalement, donc je décide de passer professionnel en 2010, mais bon, sans aucune catégorie sur le circuit européen. Ouais. C'est-à-dire en jouant un circuit national avec 7 ou 8 tournois par an,
en me demandant des invitations. J'en ai eu peut-être une ou deux, Open de France, un Open d'Espagne. Mais vraiment, réellement, ma vie professionnelle, joueuse professionnelle sur un tour constant, ça a été la première année en 2012 quand j'ai obtenu la carte complète du circuit européen. Alors avant ça, vous avez tenté votre chance à la fois sur le circuit européen, même tenté vos qualifications sur le LPGA. Ça n'a pas très très bien fonctionné. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute où vous vous êtes dit je vais laisser tomber pour reprendre un cursus professionnel traditionnel? Oui, clairement. Donc, entre 2009, donc même 2008, 2009, 2010, même 2010, 2011, je veux dire, j'ai essayé 3-4 fois les cartes du circuit européen. Jamais américaines, hein, jamais les cartes américaines à ce moment de ma carrière. Seulement européen. Et j'ai essayé donc 3-4 fois avec quand même pas mal d'échecs, hein, et j'étais vraiment sur le point de laisser tomber le golf en juin 2011. 2011 pour des raisons aussi, des raisons privées. Donc c'était vraiment, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. À quelques mois après, j'ai laissé tomber les clubs et j'avais une vie, disons, normale. Ouais. Et finalement, le destin fait que voilà. Vous avez fait une rencontre. Un nouveau coach qui a fait qu'il a complètement changé ma vision du jeu, techniquement, stratégiquement. Et donc, du coup, en décembre 2011, je termine 7e des cartes et ma vie change à nouveau et j'obtiens enfin une carte complète du circuit européen pour jouer en 2012. Voilà, donc c'est effectivement, vous avez presque devancé la question que je vais vous poser parce que, comme le dirait Jean d'Ormesson, la vie est faite de rencontres et cette rencontre, c'est Vicente Ballesteros qui est donc le frère du grand Severiano. En quoi cette rencontre vous a empêché de jeter le brouillon d'un projet de vie dont vous aviez fait un idéal finalement? Très rapidement, il a changé mon concept du swing de golf et en fait, pourquoi ça? Parce que très rapidement, au bout de 2-3 mois de travail, comme je disais, j'avais aucune catégorie, donc j'avais quasiment pas de tournoi, un ou deux tournois du circuit national entre juin et juillet et les quarts du mois de décembre. Donc réellement, beaucoup d'heures passées aux practices, des milliers de balles, et là, j'ai vraiment vu en 6 mois un déclic. Hein. Ça a changé complètement. La qualité de mon jeu a donné un saut de qualité assez impressionnant. Ça redonne espoir, clairement. Ah bah, complètement. Et alors, pour rentrer un peu dans le détail, qu'est-ce qu'il a changé? 3-4 petites choses. C'est quoi? C'était un changement en profondeur ou c'était des petits détails qui ont... profondeur. Oh non, pas du tout de détails. En profondeur. Il me disait souvent, imagine que tu viens d'avoir un accident de voiture et que tu as des multiples fractures partout. Donc, il va falloir du temps, mais il y a beaucoup de travail à faire sur beaucoup de choses. On a vraiment repris les choses à plat total. On a donc donc en détail grip posture alignement. On a passé 2 mois. Fallait que ça soit parfait. Ça c'est la base. Donc ça une fois avoir mené ça déjà, un petit détail. Depuis que je travaille avec lui. Je tape constamment sur un tapis. Je ne tape plus de balles sur de l'herbe au practice. Ah, et pour quelle raison? Alors ça m'intéresse vraiment. Pour quelle raison? Voilà. Alors, la principale raison. Il y a plusieurs raisons. Il faut visualiser. Donc, un tapis de practice typique dans un practice, donc il fait au moins 1,50 m oui. de large. C'est le grand tapis, je parle. Oui, absolument. Et donc, du coup, il me faisait mettre la balle au bord du tapis. Je mettais un gant, une éponge, une serviette dessous pour amortir un peu le choc. Et donc, je mettais la balle toujours exactement au même endroit. Et cette balle était juste au bord de la bordure du tapis. Cette balle, du coup, la bordure du tapis permet vraiment de marquer et d'avoir un repère précis du début de montée. Ouais. Savoir si je pars un tout petit peu vers l'extérieur, un tout petit peu à l'intérieur, bien en ligne. D'accord. Deuxième raison, le fait que la balle soit toujours au même endroit, j'ai les pieds tout le temps au même endroit. Oui. Donc je suis constamment bien aligné. Oui. J'ai mis une barre sur le sol, donc ça voilà. Et troisième raison, quand on doit taper des milliers de balles, je mets les balles juste devant mes pieds, je les mets pas à l'autre côté de la balle, je les mets entre la balle et mes pieds. C'est beaucoup plus rapide de taper des balles comme ça. C'est beaucoup plus rapide et donc on perd pas la sensation, disons. Bref. D'accord. Juste ces 3 raisons font que maintenant,
sur le parcours, c'est un de mes points forts est l'alignement. Et c'est une des bases du golf, de bien s'aligner. Tout à fait. Je peux vous confirmer, je l'ai encore vu dimanche où j'ai joué et j'ai fait des mauvais coups parce que j'étais mal aligné. Alors, par contre, quelque chose m'étonne, c'est on attache beaucoup d'importance au divo en golf, mais sur un tapis, on fait pas de divo, donc le contact de balle est assez différent, non? Le contact de balle est un peu différent. Les divots, on attache de l'importance au niveau pour aider le professeur ou le joueur à savoir ce qui s'est passé dans le swing. Un niveau à gauche, un niveau à droite, un niveau fin, un niveau épais. Ouais. Mais en fait, on peut aussi obtenir beaucoup d'informations avec la trajectoire de la balle. Donc la trajectoire de balle dit déjà beaucoup. On n'a pas vraiment besoin du niveau pour déjà bien comprendre ce qui se passe dans le swing. La trajectoire de balle et mes propres sensations aident beaucoup. Après, beaucoup de personnes ont vraiment demandé beaucoup de fois la question parce qu'en fait, pour continuer sur le tapis, maintenant, je suis connue parmi toutes les joueuses comme étant la joueuse qui toujours tape du tapis parce qu'en fait, je voyage avec mon propre tapis. Je tape toujours mes balles partout dans le monde sur mon tapis. Donc j'ai un petit tapis qui fait forcément pas aussi grand. Oui, parce que c'est lourd à transporter un vrai tapis. Oui, on est bien d'accord, c'est pas pratique. Mais bon, j'en ai un qui fait l'affaire, disons. Et donc, du coup, je suis toujours dans la même dynamique partout où je vais dans le monde. J'ai aucun... voilà, je suis toujours à la maison. Toujours à la maison, n'importe où dans le monde. Et donc, je n'ai aucun problème d'adaptation après quand j'arrive sur le parcours et que je dois taper de l'herbe. Hein. C'est plus mental, je pense, le problème que les gens pourraient avoir. Mais bon, au niveau des tournois, je pense qu'on peut dire que je suis la seule joueuse pro au monde qui tape depuis un tapis. Mais pendant les tournois, après hors tournoi, il y a quand même pas mal de joueurs pros qui tapent des balles souvent depuis un tapis. C'est vrai. Pour les raisons que j'ai dit précédemment. Oui, non, c'est vrai. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à poster leurs démonstrations sur les réseaux sociaux et on le voit régulièrement qui travaillent sur tapis. Bon, écoutez, ça c'est une information très intéressante qui, j'en suis sûr, va intéresser celles et ceux qui nous écoutent et qui cherchent à progresser. Alors, ce travail de fond que vous avez fait avec Vicente Ballesteros, il va payer à un moment donné. Et votre première victoire, elle est sur le Lacoste Ladies Open. Et au bout du compte, ça sonne comme une récompense et l'aveu que finalement, vous avez eu raison de vous entêter à suivre vos objectifs. Ah oui, complètement. Disons que donc j'ai progressé énormément, donc comme j'ai dit, depuis que j'ai commencé à travailler avec Vicente en juin-juillet 2011. La victoire arrive en septembre 2015. Donc voilà, avec un peu plus de 4 ans de travail. La progression est assez impressionnante, je veux dire. Donc il m'a pris, j'avais même aucune carte sur le circuit européen et donc finalement là je suis sur le circuit américain. Donc ça avait vraiment valu le coup tout le travail effectué et voilà, c'est clair que c'était une belle récompense. Alors vous venez disputer cette nouvelle édition du Lacoste Ladies Open. Outre le fait que Christy Kerr semblait sur une autre planète, vous terminez 9e, 12 coups de l'américaine. Alors certes 12 coups c'est beaucoup, mais c'est une 9e place et c'est votre meilleur résultat de l'année. 69 le premier tour, 71 le deuxième, 67, 68. Racontez-nous comment vous êtes senti sur cette épreuve que vous avez déjà remportée. Alors c'était une semaine assez intense, assez particulière pour le fait que je suis arrivé mardi soir assez tard d'un voyage de plus de 30 heures en venant de Nouvelle-Zélande. Absolument. Avec une heure de décalage horaire. Donc ça c'était déjà ça donnait déjà un cas un peu spécial à la semaine. Deuxième chose particulière, donc j'ai pas du tout été dans le bon côté du flight au niveau des départs. Donc vendredi, on a vécu 2 heures assez abominables à jouer sur le parcours avec beaucoup de pluie et en jouant dans des conditions à un parcours complètement injouable. Au vendredi matin, ils nous ont fait jouer 2 heures sous la pluie alors qu'on n'aurait jamais dû jouer autant de temps sur la pluie parce qu'on a demandé dès le green du cap. Donc je jouais avec Florentina et j'ai oublié. Ah oui, et Nuria Iturios, espagnol. On avait fait 4 trous, on était sur le green du 4, il était complètement inondé, injouable.
Et on a demandé à arrêter aux arbitres et ils n'ont pas voulu, aux 5 ils n'ont pas voulu, on a continué jusqu'au 8. Donc voilà, ça a été un peu, disons, une décision un peu dommage de leur part. Donc du coup, voilà, ça a un peu conditionné le reste de la semaine. Donc à devoir faire 2 journées marathon, donc le samedi et le dimanche, j'avais toujours un problème avec le décalage horaire en dormant très très peu. Donc bon bref, j'ai vraiment lutté énormément. J'étais à bout le dimanche soir en terminant le parcours. Donc dans les conditions dans lesquelles physiquement j'étais, je pouvais pas vraiment faire mieux, je pense. Alors justement, faisons une parenthèse sur ces conditions toute l'année. Est-ce qu'il y a un entraînement spécifique pour faire face à ces voyages multiples de manière à rester en forme quasiment tout le temps, d'un dimanche jusqu'au jeudi matin qui est le départ du nouveau tournoi? Il y a des petits trucs? Maintenir, non, il n'y a pas de secret. Le plus important, c'est de maintenir, d'avoir la discipline de maintenir une très bonne condition physique tout au long de la saison. Donc vraiment, d'aller faire 5-6 séances par semaine de sport, que ce soit hors tournoi, pendant les tournois. Donc ça demande beaucoup de discipline. Ça veut dire quand il y a un petit time à 9h, 9-10h du matin, de se lever à 6h du matin pour aller faire la séance de sport avant le tour. Voilà, c'est faire ces efforts-là pour avoir une condition physique au top et pouvoir supporter tous ces types de voyages, décalage horaire. Et voilà, moi c'est le principal secret que j'aurais. Et savoir réguler son sommeil, savoir conserver un minimum d'heures de sommeil, j'imagine, toujours se coucher à des heures décentes, dirons-nous. Oui, bien sûr. De toute façon, ça c'est l'hygiène de vie à ce niveau-là, au niveau du sommeil, elle est capitale pour n'importe quel sportif de haut niveau. Oui, tout à fait. Votre saison 2016 sur le PGA a quand même été bien meilleure que cette année. Vous avez réussi seulement 3 cuts sur 20 départs, si j'ai bien calculé. Moi, j'ai une question tout de suite. 4. Eh ben voilà, 4. Donc tout de suite, moi j'ai une question quand même à vous demander pour avoir fait aussi du sport et avoir connu des difficultés dans la discipline que j'ai exercée. Psychologiquement, comment on tient, comment on fait pour faire face, j'imagine, à la déception? Dites-moi sincèrement si vous avez été déçu, mais j'imagine quand même on repart pas forcément très enjoué quand on n'a pas réussi son cut, surtout quand c'est plusieurs cuts répétitifs. Comment on fait pour tenir psychologiquement? Je vais pas mentir en disant que rien ne se passe mentalement et que je veux dire tout va bien et que on continue. Donc forcément c'est dur mentalement, mais bon. La clé en fait de passer ces moments un peu d'un moment un peu plus bas au niveau mental, c'est de reprendre le travail, de continuer. Donc j'ai quand même continué d'avoir beaucoup cette dynamique de travail et cette discipline et je pense que ça a été la clé de sortir un peu de ces mauvais passages. Comme je dis, je considère que même si j'ai raté les 3 cuts du mois d'août, août début septembre, c'était pas du tout la même dynamique. Et il y en a un que j'ai raté d'un coup, je crois, un autre de 2 coups. Ouais, c'était bien différent. Donc, je veux dire, la clé, c'est en fait de se détacher un peu du résultat et juste de se focaliser à bien travailler sur les bases, sur son propre jeu, que ce soit techniquement, mentalement et physiquement. Oui, prendre ça comme une étape et se dire la prochaine étape, on va la réussir et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. 2017, c'est clairement une année en début d'année au milieu d'année qui a été assez plafond, on va dire. Ça a été un plafond, une étape pour repartir à une nouvelle progression. Donc là, je ressens vraiment que je suis reparti sur un nouvel élan. D'accord. On va y revenir, mais avant, je voulais qu'on clôture sur la Nouvelle-Zélande, puisque c'est quand même une étape, moi je trouve en tout cas, positive, ce tournoi en Nouvelle-Zélande. Vous avez terminé 43e, mais vu les conditions, on peut quand même dire que cette 43e place, elle vaut quasiment un top 20 parce que ça a été extrêmement compliqué. Comment avez-vous vécu ce tournoi et comment avez-vous fait pour surmonter ces conditions de jeu qui étaient quand même assez compliquées en Nouvelle-Zélande?
Oui, oui, bon, c'est clair qu'on a eu des conditions très difficiles avec énormément de vent, principalement sur le week-end, on va dire. On a vu quand même 3-4 clubs de vent. Bon, sur un parcours pas du tout protégé, hein, type Oui. Links. Donc voilà, le fait de terminer un lundi aussi. La journée du dimanche a été quand même assez particulière. Hein. Donc on est reparti 3 fois sur le parcours. Entre la deuxième et la troisième fois, devoir courir, essayer de changer le vol. Et donc changer le vol entre les 2 arrêts, repartir sur le parcours en ne sachant pas si j'avais réussi à changer le vol. C'était quand même très particulier. On repartait sur le parcours, on s'était pas échauffé, ils nous laissaient même pas le temps de nous échauffer. C'était plus du tout vraiment comme Un tournoi normal. Ouais, un tournoi conventionnel où vous êtes... Voilà, ça demandait vraiment des ressources d'adaptation très fortes. Hein. Donc ça, c'est un de mes points forts. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à m'adapter, mais vraiment, c'était quand même assez particulier. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a été, je crois, tournée par Golf Channel où on voit Belen Mozo en plein dans la tempête et à un moment donné, il y a des pancartes qui lui arrivent dessus parce qu'elle s'envole. Et Belen Mozo a poussé un petit coup de gueule à un moment donné en disant le LPGA ne nous écoute absolument pas, on est comme des moutons. Et elle a repris derrière ensuite en disant je critique sur le plan de l'organisation, pas sur le plan sportif, mais vous comprenez ce coup de gueule à ce moment-là sur ce tournoi. Vous pensez qu'à un moment donné, les organisateurs ont peut-être été un petit peu trop loin en laissant le jeu se dérouler? Il faut d'abord se rendre compte qu'on était sur un parcours où clairement la météo, on était entouré un peu de montagnes, oui. Et la météo était très 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 difficile à pronostiquer. Donc là, la troisième fois qu'on repart sur le parcours, ça faisait 15 minutes qu'on était sur le parcours. 15 minutes qu'on est sur le parcours, on voit les nuages noirs qui nous arrivent dessus. Ils ne nous arrêtent pas. Et là, il y a beaucoup de vent et d'un coup, mais ça vient très très fort. J'étais à 150 mètres du green où Belen Mozo était, où il y a les caméras, et moi de loin, donc de ces 150 mètres, je regarde derrière et je vois ces pancartes qui volent. C'était quand même assez impressionnant de voir. Oui. Moi, j'ai vraiment eu peur. J'étais sur le parcours, on était moi et mon caddie en essayant de tenir le parapluie. C'était un niveau vraiment, j'ai jamais eu aussi peur sur un parcours de golf. Hein. Ouais. Donc c'est quand même assez particulier à vivre. Donc forcément, dès que les pancartes ont commencé à voler, donc ils nous ramènent. Et là, du coup, il était 5 heures et ils nous essayent même pas de nous renvoyer sur le parcours. Hein. Là, du coup, ils disent on repart demain, voilà. C'était difficile pour le LPGA à prévoir. Hein. On était sur 3-4 clubs de vent et d'un coup d'un seul, il y a une grosse rafale qui a duré quand même. C'est pas comme si c'était une seconde. Hein. Ouais. Je me souviens qu'en moins 30 secondes, on a essayé de tenir le parapluie. Voilà. Donc bon, on peut pas vraiment. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au bout du compte, eux, ils ont cru que ça allait être passager et puis en fait, finalement, ils se sont peut-être été un peu débordés par les éléments, quoi. Oui, parce que c'est difficile, on est tous, même les machines et les radars ne peuvent pas vraiment peut-être détecter ces bourrasques de vent, mini tornado qui arrivent d'un coup, d'un seul, comme ça. Bon, je comprends tout à fait que Belen, donc sa réaction a été à chaud, forcément. Oui, c'est ce qu'elle a dit après. Il y a une pancarte qui vient de lui passer sous le nez. Je pense que j'aurais réactionné au moins comme elle. Hein. Ah ouais. Réagi, pardon. Non, mais je peux comprendre quand on est entre la France et l'Espagne. Oui, exactement, réactionnaire. Réagir, c'est réactionnaire en espagnol. Donc voilà, donc j'aurais réagi au moins comme elle. Hein, et voilà, c'était quand même assez fort, hein, ce qu'on a vécu là-bas. Donc voilà. Le fait d'avoir eu votre coach sur le Lacoste Ladies Open, qui je crois vous a quadrillé, ça a été vraiment un plus parce que le reste de l'année, vous avez d'autres caddies. Oui, disons que, au niveau des caddies cette année, ça a été aussi un point un peu assez délicat au niveau de la saison à gérer. Je me suis quand même rendu compte, même si je le savais depuis déjà quelques temps, mais bon, disons que je suis assez indépendante sur un parcours de golf. Et donc du coup, mon coach le sait totalement. Donc en fait, il intervient très peu. Il est juste là vraiment pour me soutenir mentalement. Mais il a regardé un peu les lignes de putt avec moi, même si
bref, c'est juste pour confirmer vraiment ce que je vois, mais voilà, j'ai pas besoin de beaucoup d'intervention de la part d'un caddie pour qu'il soit vraiment décisif. D'accord. On arrive à la fin de cette interview. Je voulais vous demander, Céline Boutier va rejoindre le circuit LPGA, donc ça c'est confirmé depuis hier soir. Donc elle a sa carte pour le LPGA l'année prochaine. Marion Recordot va rester certainement sur le Symetra, mais devrait disputer quelques tournois. Donc logiquement, la perspective qu'il y ait 6 Français sur ce circuit l'année prochaine, est-ce que c'est un élément supplémentaire de motivation pour vous? Oh bah oui, hein, plus on est de Françaises, mieux c'est. Je pense que c'est cool que Céline ait obtenu la carte complète via le Symetra. Hein, félicitations à elle d'ailleurs. Plus on est de Françaises, mieux c'est. Je pense que c'est toujours bien d'avoir une bonne représentation de la France sur le meilleur circuit mondial. Hein. Comme je dis toujours, sans vouloir trop attaquer les hommes, mais on n'a aucun homme présent sur la PGA. Hein. Oui. C'est clair que le circuit européen masculin est d'un très bon niveau et que ils ont énormément de tournois, voilà, donc ils n'ont pas de nécessité à aller jouer sur le PGA, mais bon, les meilleurs mondiaux, ils sont quand même sur le PGA. Moi, la question qui m'intéressait, c'était de savoir s'il y avait une émulation sur le LPGA entre les joueuses de chaque nation. Est-ce que vous avez le temps de vous réunir entre vous en groupe, entre Françaises, et de vous dire bon, ça sera plus le groupe français est important, plus on fera front face au groupe américain ou au groupe sud-coréen? Voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit de ma question. Ouais. Bon. Émulation comme un sport d'équipe, non. Mais bon, c'est vrai que c'est sympa quand même de savoir qu'il y a d'autres Françaises sur le tour et que on peut aller dîner ensemble ou lors des repas de gala, c'est ça. on peut être ensemble, voilà. Oui, c'est un peu dans cet état d'esprit que je l'entendais. Bah écoutez, merci Céline Herbin. J'étais vraiment ravi que vous nous consacriez du temps pour répondre à ces questions qui étaient un peu denses, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à vous demander et vous avez répondu, je trouve, avec beaucoup d'honnêteté et de transparence. Merci beaucoup. On vous souhaite évidemment plein de réussite l'année prochaine sur le circuit LPGA. On n'a pas de doute sur le fait que vous allez obtenir votre carte et on espère évidemment que de bons résultats vont suivre et pourquoi pas une victoire après tout, puisqu'on a vu quand même cette année de belles surprises avec des joueuses auxquelles on ne s'attendait pas qui ont gagné sur le LPGA. Donc après tout, hein, tout est ouvert, n'est-ce pas? Exactement. Merci Céline Herbin. Merci beaucoup à vous.